J'ai très peur parce que j'ai suffisamment couvert des élections en Afrique pour savoir quand les choses s'annoncent très mal. Voyez-vous, aujourd'hui au Cameroun, on est en train de réunir tous les ingrédients d'une crise préélectorale, électorale et même post-électorale. Vous ne pouvez pas vous expliquer que pour la publication des candidats retenus à une élection présidentielle, les deux principales villes du pays soient entièrement militarisées. On se croirait en état de siège. Si tout ce qui se passait à Elekam était logique, était légal, était légitime, pourquoi le gouvernement actuel avait besoin de militariser la ville? Pourquoi le ministre de l'administration territoriale a besoin d'intimider les Camerounais, de faire peur aux gens? Donc je pense que tout ça, c'est un climat qui ne me rassure pas et qui me pousse à avoir très peur. Quand je vois ce qui se passe au Cameroun, comment on peut, dans un État, utiliser des méthodes de voyous pour éliminer un candidat, je trouve ça très inquiétant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est de voir la réaction de certains intellectuels faussaires qui cautionnent ce genre d'agissement. Je pense que nous avons, comme j'aime souvent le dire, un grand pays. Et ce grand pays attend de nous de la grandeur. Et la grandeur, c'est quelque chose qui commande à être du côté de la loi, du côté de la justice et de combattre toute forme d'injustice. Or, au Cameroun, visiblement, comme je l'ai dit dans l'une de mes chroniques, nous avons choisi de vivre dans le mensonge. Et comme le disait fort à propos le philosophe de regrettée mémoire Fabien Ebousi-Boulaga, un peuple qui se ment est condamné à vivre dans le chaos. La plupart des Camerounais connaissent la vérité aujourd'hui. Tous ceux que vous voyez sur les plateaux de télévision dire des choses auxquelles ils ne croient pas savent très bien que le rejet de la candidature de Maurice Kamto est une injustice et ne repose sur aucun fait, du moins juridique. Mais ils font semblant de ne pas le savoir et je pense que tout cela amène à être très inquiet. Comme vous l'avez relevé dans vos questions, on sait ce que l'exclusion a créé comme problème dans plusieurs pays en Afrique. Donc, nous autres au Cameroun, nous avons la chance de pouvoir encore éviter cela. Et je l'ai dit, et je continue à le redire, vaut mieux dialoguer pour éviter le pire que de dialoguer pour en sortir. Et si finalement Maurice Kamto n'est pas réhabilité par le Conseil constitutionnel, quelle pourrait être son attitude? Devrait-il s'associer avec les autres candidats pour former une coalition de l'opposition en vue de l'alternance en 2025? Très sincèrement, je pense que cette question, il faudra la poser à Maurice Kamto. Je pense que c'est lui qui est le mieux placé pour y apporter une réponse complète et concrète. Moi, en tant qu'observateur, ce que je remarque, c'est qu'on s'est empressé. Je pense que c'est un peu prématuré de poser le problème en ces termes. Déjà parce qu'on attend ce que va donner le contentieux préélectoral au niveau du Conseil constitutionnel. C'est pour cela que je n'ai pas compris l'empressement de certains partis de l'opposition dont les candidats ont été validés à appeler à une coalition ou encore à demander à Maurice Kamto de se mettre derrière qui que ce soit. J'ai trouvé ça extrêmement mal placé et surtout politiquement incorrect. La démarche qui aurait été cohérente et logique, ce serait que ces candidats validés dénoncent l'injustice qu'a subi le candidat du Manidem, en l'occurrence Maurice Kamto. On se serait attendu si les 12 autres candidats dits de l'opposition dont les candidatures ont été validées étaient dans une démarche réelle de rechercher un nouveau Cameroun, ils se seraient mis ensemble pour dénoncer cette forfaiture. Parce que s'ils ne la dénoncent pas, ils en seront les victimes demain. Je ne trahis pas un secret non plus si j'ai dit que parmi ces candidats, on sait qu'il y en a qui sont très proches du régime en place. Donc on aurait pu imaginer qu'au moins ceux qui sont considérés comme des candidats sérieux, crédibles et des véritables opposants parmi ces 12-là puissent lever la voix. Mais à quoi a-t-on eu droit? On a eu le ministre Tiroma, ou l'ancien ministre Tiroma, qui a été pratiquement l'un des premiers candidats dont la candidature a été validée, à
faire un communiqué pour dénoncer cette forfaiture. C'est quand même surprenant que ce soit lui qui le fasse en premier, alors qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition depuis, qui ont travaillé avec le professeur Maurice Kamto, avec le MRC qui était son parti d'alors, pour exiger un code électoral consensuel. Que ce soit Tiroma qui prenne un peu le lead dans cette dénonciation, je trouve ça un peu curieux. Et il a été suivi par Madame Damdjoya, mais tout ça reste suffisamment timide à mon goût, parce que j'imagine que ceux qui sont parmi ces 12 et qui ont la réputation d'être des opposants s'étaient mis ensemble, je pense qu'on n'aurait pas la même situation. Ce qu'il faut relever aussi, c'est que on a vu Maurice Kamto travailler avec d'autres leaders de l'opposition dont les candidatures sont validées pour exiger un nouveau code électoral, mais je n'ai pas très bien compris à quel moment le MRC s'est retrouvé seul devant le Conseil constitutionnel pour exiger la publication de la liste électorale nationale. Où étaient ces autres partis-là? À quel moment ils ont pensé que ce combat était gagné ou bien n'était plus nécessaire? Donc c'est autant de choses qui interrogent. Et je terminerai par là. J'ai suffisamment fait le tour des élections en Afrique pour connaître un peu le microcosme politique africain. Je vois des gens faire la comparaison avec ce qui s'est passé au Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, mais on n'est pas du tout dans le même cas de figure au Cameroun. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko combattaient ensemble et ont combattu le régime en place jusqu'à la dernière énergie ensemble. Il ne vous a pas échappé que Bassirou Diomaye Faye était en prison avec Sonko, réellement. Donc là, on était dans un cas de figure où justement on pouvait comprendre que Sonko étant perçu comme une menace, ayant été écarté de manière injuste par le régime en place, il puisse justement soutenir son acolyte de lutte qu'est Bassirou, qu'est Bassirou Diomaye Faye. Mais au Cameroun, on n'est pas du tout dans cette même configuration. On a plutôt le sentiment que certains opposants, et ils ne l'ont pas véritablement caché, se réjouissaient ou caressaient en secret le rêve que l'un des leurs, en l'occurrence Maurice Kamto, soit écarté. Donc je pense que la politique est quelque chose d'essentiellement dynamique. On ne peut pas aujourd'hui prédire ce qui va se passer demain, mais je tenais quand même à apporter cette précision-là pour qu'on comprenne le contexte dans lequel on est, et on attend bien entendu ce que donnera le contentieux préélectoral au niveau du Conseil constitutionnel.